Bienvenue à l'Alcazar dans cette série consacrée aux incunables conservés par la bibliothèque. Aujourd'hui, la séance sera consacrée au premier livre imprimé à Venise et notamment à la carrière de Nicolas Janson, qui a eu une petite carrière d'espion industriel en plus d'être un excellent imprimeur. Venise est la première ville d'Italie après Rome à posséder des presses d'imprimerie. Immédiatement après, Rome, c'est 1464, on l'a déjà vu. Venise, dès 1469, a ses propres presses. Dans l'atelier de Johann de Spire, puis de ses héritiers, et dès 1470, dans les ateliers de Nicolas Janson, qui s'installe immédiatement après la mort de Johann de Spire. L'histoire de Nicolas Janson, même si elle repose sur des sources assez faibles, illustre bien la mobilité de ces milieux artisanaux et marchands. Fondeur de monnaie à Paris ou à Tours, Janson aurait été un espion envoyé en 1458 par la couronne de France dans l'atelier de Gutenberg pour apprendre l'art de l'imprimerie et le ramener en France. L'histoire est rapportée par un rapport de Jean Grolier et Jean L'Huillier daté de 1560. Revenu en France après 1461 et la mort de Louis XI, dans une cour qui s'intéressait beaucoup moins que le prédécesseur à la chose imprimée, Janson aurait été obligé de quitter le pays et se serait installé à Venise, où on pense qu'il a d'abord collaboré avec Johann de Spire, donc, comme on dit, qui a monté son propre atelier d'imprimerie en 1469, avant de s'installer à son propre compte après la mort du maître. Légende ou non, les deux ateliers se développent fortement et à partir des années 1480, le nombre d'ateliers se multiplie dans la ville de Venise jusqu'à en faire l'un des plus importants centres typographiques européens. On va vous présenter quelques-uns de ces ouvrages qui illustrent, outre l'anecdote effectivement de Nicolas Janson qui aurait été un espion industriel, l'accomplissement technique arrivé qui se met en place à Venise et qui justifie que la ville est, dès la fin du XVe siècle, le tout premier centre de typographie à l'échelle européenne. Le premier livre imprimé à Venise, plus exactement le premier livre imprimé par Nicolas Janson, est un ouvrage religieux, un ouvrage important pour la pensée médiévale, pour la pensée religieuse médiévale. Il s'agit d'un ouvrage d'Eusèbe de Césarée qui s'intitule « La préparation évangélique » en français. Évidemment, il a un titre latin. Eusèbe de Césarée était évêque de Césarée en Asie mineure au IVe siècle de notre ère. Il a participé à des moments importants de l'histoire du catholicisme, du christianisme même de façon générale, puisqu'il a participé notamment au concile de Nicée et Constantinople qui ont établi de façon définitive le credo de la foi chrétienne, du moins tel qu'il est toujours professé par les catholiques. Il est aussi surtout connu pour son histoire ecclésiastique, qui est en fait une entreprise de justification de l'Église de l'Église chrétienne en tant qu'institution terrestre, enfin une institution séculaire. Et l'ensemble de son œuvre en fait est une œuvre qui justifie le christianisme et la place qu'il est en train de prendre dans le monde romain à cette époque-là. La préparation évangélique et l'autre grand pamphlet qu'il a écrit à cette époque-là sont dirigés l'un contre les juifs et l'autre contre les païens, sont des ouvrages importants pour l'histoire de la pensée religieuse chrétienne, puisqu'il s'agit vraiment d'établir dans la tête de ces prélats qui exercent à une époque où le christianisme n'est pas encore la religion dominante en Europe et n'est pas encore vraiment la première religion en Europe, mais c'est en train de se faire. Donc ce sont des textes qui justifient la suprématie du christianisme.
Ces textes ont une influence considérable sur la pensée médiévale et sur la construction de la notion d'histoire de l'Église au cours du Moyen-Âge. Et il n'est pas étonnant de voir que ces textes sont souvent imprimés dès l'époque incunable. Que Nicolas Janson choisisse la préparation évangélique de Zeb de Césarée pour sa première œuvre imprimée, c'est tout à fait logique dans ce sens-là, puisqu'il est sûr que ça se vendra de façon tout à fait satisfaisante. Alors c'est très intéressant parce que Nicolas Janson s'installe, donc sort cet ouvrage qui est superbe, dans un style qui est résolument moderne. Nicolas Janson imprime immédiatement en caractère romain. Il imprime en caractère romain, et il a fait tailler spécialement pour lui des caractères qui sont d'une finesse et d'une élégance assez novatrices par rapport à ses contemporains. L'exemplaire que nous conservons de ce texte et de cette édition très importante, donc l'incunable numéro 64 à la bibliothèque, est d'autant plus intéressant qu'il a été enluminé à l'époque dans un goût de Renaissance italienne tout à fait remarquable et qui se marie particulièrement bien avec le style très humaniste de la typographie de Nicolas Janson. Donc, par ailleurs, on voit qu'il a été largement commenté dans une main humaniste. Donc là, on a vraiment un ouvrage qui est un chef-d'œuvre de typographie dès les débuts. Donc Nicolas Janson sort des ouvrages qui sont des chefs-d'œuvre de typographie et son atelier rassemble de nombreux humanistes. Un autre ouvrage possédé par la bibliothèque donc la vie des hommes illustres de Plutarque. Donc là, on est encore dans la culture classique et humaniste, aussi décoré dans un goût très italien avec cette magnifique lettre ornée, et on voit qu'on est tout à fait dans le même esprit. Donc cet incunable-là est un petit peu plus tardif, il date de 1476, il sort du même atelier, et on voit bien qu'il s'agit, on est vraiment dans le même goût esthétique, donc avec une typographie, alors certes assez resserrée, puisque ça correspond vraiment au goût de l'époque, mais une recherche de l'élégance de la composition typographique et du caractère, de l'élégance du caractère sur la page qui est tout à fait novatrice. Nicolas Janson a une influence considérable sur ses successeurs. Johann de Spier, qui est d'origine allemande, comme la plupart des grands typographes qui installent et qui disséminent l'imprimerie dans toute l'Europe, lui correspond à un goût beaucoup plus classique, dans le sens un goût beaucoup plus traditionnel. Donc il imprime des textes Donc là, il s'agit plus des héritiers de Jean de Spier que Jean de Spier lui-même, puisque à cette date-là, il est mort. C'est aussi un ouvrage de 1476. Donc on voit qu'il est fait dans un goût tout à fait gothique, qui correspond tout à fait aux pratiques des savants de cette époque-là, des savants universitaires, des savants qui pratiquent la scolastique. Et c'est notamment le cas puisqu'il s'agit d'une édition des œuvres d'Aristote, qui est faite de façon tout à fait traditionnelle, avec ce goût traditionnel d'ailleurs a été ressenti par le possesseur qui a fait réaliser des lettres et des pieds de mouche en rouge et bleu dans une façon en fait qu'on retrouve dans énormément de manuscrits universitaires de cette époque-là. On a parlé de la suprématie de Venise dans le monde de l'imprimerie. On ne peut pas parler de ce sujet-là à l'époque incunable sans évoquer la figure d'Almanus. Almanus, dont la carrière se chevauche à la fin du XVe et le début du XVIe siècle, est peut-être un des plus grands typographes de cette époque-là. Alors, il est surtout connu pour avoir inventé l'italique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'italique ? On a parlé depuis le début de cette série sur les incunables de caractère romain,
romain, de caractère gothique, et maintenant je vous parle de caractère italique. Ce sont les trois grandes familles de caractères typographiques. Le caractère romain, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Le caractère gothique, c'est celui que l'on trouve dans ces livres très anciens, comme celui que je vous présente ici, et qui est resté en vigueur et en usage en Allemagne pendant très longtemps. Et le caractère italique, qui n'est pas un romain penché, il ne s'agit pas simplement de pencher en fait, les lettres italiques, les lettres romaines, il s'agit d'imiter une écriture manuscrite des humanistes qui avaient la plus belle calligraphie à cette époque-là, et qui, dans une recherche d'une écriture, en fait, il s'agissait de rechercher une écriture qui ressemblerait à l'écriture qu'avaient les Romains de l'Antiquité. Alors en vrai, aujourd'hui, on sait que ça ne ressemblait pas du tout à ça, mais à l'époque de la Renaissance, donc, en fait, on s'est rapproché des manuscrits les plus anciens qu'on connaissait, qui étaient les manuscrits de l'époque carolingienne, et donc du coup, on a développé des façons d'écrire en fait qui imitaient ces manuscrits très anciens que l'on connaissait à cette époque-là. Almanus, inventeur d'une nouvelle famille typographique, imprimeur de très grand talent, son atelier était aussi, donc à la fin du XVe siècle, son atelier était le centre de la vie culturelle et humaniste, de la vie savante et humaniste à Venise. On saurait suffisamment insister sur l'importance qu'il a eue dans la diffusion de l'imprimerie à Venise, dans la diffusion aussi de grands textes classiques, la volonté d'imprimer dans un goût humaniste, débarrassé de glose avec le texte nu, l'ensemble des grands textes de l'Antiquité classique, avec aussi une volonté qui correspond en fait à l'esprit humaniste, de revenir donc de mettre à disposition des savants, des lettrés, un retour aux sources en quelque sorte. Donc on voit ici une très belle édition incunable d'Hésiode, le poète grec, imprimé par Almanus, qui donc avait de très beaux caractères grecs et qui n'hésitait pas. Donc à Venise, et aussi par son lien avec l'ancienne Constantinople, Venise est peut-être l'une des villes européennes où l'imprimerie en grec s'est développée le plus tôt. Et Almanus a pleinement embrassé cette possibilité et a sorti de nombreux livres, de très beaux livres en grec. Donc, on voit cet Hésiode qui est magnifique, avec une très belle lettre ornée et avec un bandeau typographique de décor qui montre la qualité de ces productions et cette recherche d'une esthétique en noir et blanc qui habite la plupart des livres sortis de ces presses. Almanus est aussi connu pour donc un grand imprimé vénitien qui date de 1499, dont la bibliothèque ne possède pas d'exemplaire, qui s'appelle Le Songe de Polyphile, traduction du titre en français, qui est une œuvre, c'est un roman ésotérique et savant, qui c'est à moitié de la fiction, à moitié de la philosophie. C'est une œuvre qui aujourd'hui nous paraît très étrange et qui a surtout la particularité d'être très richement illustrée d'une façon remarquablement élégante. On a considéré que c'était un des chefs-d'œuvre de la typographie et du livre illustré à l'époque incunable. Et pour conclure sur la carrière d'Almanus, qui est peut-être un des imprimeurs de Venise qui ont le plus marqué ses successeurs, je vous montre donc un ouvrage qui est un petit peu plus tardif. Donc, il s'agit là de la géographie de Strabon, et surtout, là, on peut admirer la marque typographique d'Almanus, donc qui est cette encre au dauphin qui est restée très célèbre et qui est vraiment son emblème et qui aujourd'hui est une image très recherchée par les collectionneurs. La prochaine vidéo sera consacrée à l'arrivée de l'imprimerie à Paris et notamment les fameuses presses de la Sorbonne qui, en 1470, sont les toutes premières presses imprimées à s'installer dans la ville Lumière.